Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? On va au Proche-Orient, où Anthony Blinken est en pleine tournée. Il a entamé la 6e tournée depuis les événements du 7 octobre dernier. C'est quoi l'objectif de ces tournées en fait? L'objectif de C'est de cesser le feu. Deux objectifs. Pour les Américains, c'est d'obtenir un cessez-le-feu et la libération des otages qui sont entre les mains du Hamas. Et pour les pays arabes de la région, c'est aussi pour obtenir un cessez-le-feu et permettre l'acheminement de l'aide humanitaire dans Gaza, parce qu'il faut savoir qu'il y a 1,5 million de personnes qui sont coincées dans la ville de Rafah, à la frontière avec l'Égypte, et donc 1,5 million de personnes qui sont exposées à des risques de famine et à des risques de maladies extrêmement graves. Donc ça, pour les pays arabes, c'est important. Et puis, le troisième élément aussi dont il faudrait tenir compte, c'est aussi pour à la fois pour les Israéliens s'assurer que après la fin de cette guerre, entre guillemets, le Hamas n'ait plus les capacités militaires de pouvoir menacer de nouveau l'État d'Israël comme il a pu le faire le 7 octobre dernier. Et pour les pays arabes de la région, c'est de permettre la reconstruction de Gaza, tout en veillant aussi à ce que Israël ne s'y établisse pas de manière permanente. Parce que l'une des volontés qui avait été affichée par Benjamin Netanyahou, c'était de récupérer en quelque sorte l'administration de la zone de Gaza. Donc en y implantant certainement des bases ou des forces militaires pour soi-disant veiller à ce que le Hamas ne puisse plus reconquérir en quelque sorte la zone et représenter encore une menace pour la sécurité d'Israël. Donc, c'est ça en fait les positions des uns et des autres. Et puis, pour Israël et les États-Unis et leurs alliés européens, c'est... Donc là, Israël répond au Hamas. Bon, Israël ne répond pas au Hamas directement. Non, mais l'attaque d'Israël, c'est une réponse. Oui, c'est une réponse à l'attaque du Hamas. Et l'attaque du Hamas est une réponse au fait que depuis 7-8 ans... Mais toi, tu dis que le Hamas, une idéologie, ça n'existe pas. Donc, en fait, quand le Hamas agit, Israël se venge sur Gaza. Le Hamas est une organisation politico-islamiste. Donc, elle est à la fois politique et elle a une idéologie qui est une idéologie islamiste. Et donc, elle a pour vocation de permettre la libération du peuple palestinien, si tu veux, du joug israélien et la création... Avant, on ne parlait pas du Hamas. Non, mais le Hamas, c'est... À l'époque de Yasser Arafat, il y avait le Hamas. Oui, il y avait le Hamas. Le Hamas a été créé en 1987 par un islamiste intégriste qui s'appelait le Cheikh Yassine. Mais si tu veux, le Hamas va monter en puissance après les accords d'Oslo. C'est-à-dire que Benjamin Netanyahou, pour contrer l'idée de la création d'un véritable État palestinien, parce qu'il faut savoir que l'État palestinien, c'était 2 territoires. On a la Cisjordanie et on a la bande de Gaza. Et donc, pour contrer en quelque sorte, pour empêcher à ce que l'autorité palestinienne ait, si tu veux, ait à administrer la totalité des 2 territoires. Et donc, on va déstabiliser l'autorité palestinienne sur la bande de Gaza en permettant de faire monter en gamme donc, en Cisjordanie, un groupe politico-islamique. En Cisjordanie, il y a aussi des Palestiniens. Oui, c'est un territoire palestinien. Voilà. Ils ne sont pas attaqués, il n'y a rien. Ah si, là-bas, c'est la situation tout aussi grave, même si on n'en parle plus tellement à cause des événements de Gaza. En Cisjordanie, il y a ce qu'on appelle les territoires occupés, c'est-à-dire qu'on a des implantations, c'est-à-dire qu'on a des Israéliens qui occupent ces territoires-là, qui sont plutôt reconnus par la communauté internationale comme appartenant à l'État de Palestine. Et donc, mais là, ils ne font rien. Mais ils ne font rien du tout. Vous allez faire quoi? Israël a pour allié les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, première puissance militaire mondiale, membre permanent du Conseil de sécurité avec un droit de veto. Mais donc, les mouvements d'Anthony Blinken dans ce sens, ça ne sert à rien, puisque les États-Unis ont déjà affiché clairement leur position face à Israël. Le problème, c'est que les États-Unis ne peuvent pas ne rien faire, étant donné leur position dans la région et étant donné les répercussions que cela a aussi sur la politique intérieure américaine. Je l'avais expliqué ici, en 2020, pour remporter cette élection présidentielle,
Joe Biden avait remporté des États, certains ce qu'on appelle des États pivots, des swing states, grâce au soutien de la communauté musulmane. Même si globalement, il ne représente que 3,5 millions de votants aux États-Unis, mais dans des États comme le Michigan, elles ont permis, cette communauté musulmane avait permis à Joe Biden de l'emporter, dans le Massachusetts aussi. Et donc, c'est cette communauté musulmane-là qui est honnie par Donald Trump, parce que Donald Trump, pour lui, la question palestinienne n'existe pas. Lui, il est à 100% aligné sur la position israélienne. Et donc, cette communauté musulmane-là, qui n'a pas d'autre alternative en réalité que de voter pour les démocrates, parce que les démocrates montrent plus ou moins un petit intérêt pour la cause palestinienne et pour l'idée de la création de deux États vivant côte à côte, même si, en réalité, le dernier chef d'État à avoir tenté de se pencher sur la question, c'était Barack Obama, sans véritable succès. Et c'était la raison pour laquelle les deux hommes se détestaient allègrement, Benjamin Netanyahu et Barack Obama. Pendant la présidence de Donald Trump, si tu veux, Donald Trump s'est au contraire aligné sur la position israélienne, et il a même renforcé, notamment à travers ce qu'on a appelé les accords d'Abraham, c'est-à-dire des États arabes qui avaient accepté de normaliser leurs relations diplomatiques avec Israël sans que la question palestinienne ne soit prise en compte. Et l'un des objectifs, justement, dans la continuité des accords d'Abraham, c'était de permettre à ce qu'il y ait une normalisation des relations diplomatiques entre l'Arabie saoudite et Israël, l'Arabie saoudite qui est quand même le plus grand État musulman, c'est le principal. Et donc cela aurait permis de véritablement enterrer une bonne fois pour toutes la question palestinienne. Et c'est la raison pour laquelle en fait le Hamas a lancé cette attaque du 7 octobre. Parce qu'on s'acheminait déjà vers un accord entre l'Arabie saoudite et Israël sur la question de la mise en œuvre de relations diplomatiques tout à fait normales. Et donc, le fait que le Hamas ait tenté cette attaque-là le 7 octobre dernier a ramené la question de la cause palestinienne dans les échanges diplomatiques entre les pays arabes de la région et Israël et aussi les États-Unis. Et donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, l'Arabie saoudite a fait volte-face. D'autres pays qui avaient déjà même signé des relations diplomatiques ont dû les suspendre. C'est le cas du Maroc et du Soudan. Ces deux pays-là qui avaient participé à la signature des accords d'Abraham ont dû faire volte-face en raison de la colère de leur opinion publique suite aux représailles israéliennes après les attentats du 7 octobre. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation où les Américains, qui sont les principaux médiateurs de la région, qui ont toujours été les principaux médiateurs, ils n'ont jamais voulu que d'autres personnes se mêlent de cette question-là, eh bien, ils sont obligés d'essayer de trouver une solution. D'autant plus que toutes les résolutions qui avaient été déposées auparavant par d'autres pays, notamment la Russie avait déposé une motion au niveau du Conseil de sécurité afin de permettre d'arriver à un cessez-le-feu et d'obtenir l'entrée de l'aide humanitaire et favoriser en quelque sorte des négociations pour permettre la libération des otages. Toutes ces motions ont été bloquées par les États-Unis. Il y a d'autres pays aussi qui avaient envoyé des motions, notamment le Brésil, qui est membre non permanent du Conseil de sécurité, pour obtenir aussi un cessez-le-feu afin de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Toutes ces résolutions-là avaient été balayées d'un revers de la main par le veto américain. Donc là, les États-Unis ont déposé un nouveau texte appelant à la fois à un cessez-le-feu afin de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Et ce cessez-le-feu doit être lié à la libération de la totalité des otages qui sont encore détenus par le Hamas. Alors, sauf que les Américains ne disent pas, quand ils déposent une motion, on propose une date pour que les membres du Conseil de sécurité puissent se retrouver et discuter de cette motion-là et faire un vote. Or, les Américains n'ont pas proposé de date pour permettre la discussion et le vote de cette résolution-là. Ce qui fait que, en fait, ils montrent une certaine volonté d'obtenir un cessez-le-feu, chose qu'on leur a toujours reprochée. Et autre chose qu'on leur a toujours reproché, c'est le soutien militaire sans faille des Américains aux Israéliens. Il ne faut pas oublier que dans la région, au niveau de la mer Rouge, on a des navires américains qui essayent de protéger en quelque sorte le corridor, si tu veux, le corridor maritime par lequel transite plus de 11% du trafic mondial et qui fait l'objet d'attaques notamment des rebelles Houthis du Yémen.
on a aussi dans la Méditerranée deux porte-avions américains parmi les plus importants qui ont été déployés, un ensemble d'autres navires de guerre qui sont là déployés dans la Méditerranée pour dissuader toute autre forme, notamment l'Iran, de vouloir, si tu veux, entrer dans le conflit. Sans oublier qu'on a aussi la question au nord d'Israël à la frontière avec le Liban où le Hezbollah aussi a mené un certain nombre d'attaques. Et donc, on a du côté des États-Unis, l'objectif est d'éviter l'escalade pour que d'autres pays n'entrent pas dans le conflit, que ce soit le Liban par le biais du Hezbollah ou bien même l'Iran qui est très proche du Hezbollah et des Houthis du Yémen. Donc tout ça fait que les Américains sont obligés d'être là, comme je l'ai dit, pour à la fois essayer de protéger Israël, éviter l'escalade dans la région, mais étant donné l'espèce de rejet maintenant dont fait l'objet Israël à la suite de la poursuite de ces bombardements-là et surtout du nombre important de victimes. Selon le ministère de la Santé du Hamas, on est à plus de 331 935 victimes, donc près de 32 000 victimes. Ça n'a absolument rien à voir avec à peu près les 2000 victimes qu'il y a eu lors des attaques du 7 octobre. Donc Benjamin Netanyahou, en dépit de la pression des États-Unis, lui reste focalisé sur son objectif, dit-il, de destruction totale du Hamas, et il veut pour cela lancer une offensive terrestre sur la ville de Rafah, qui est la dernière ville qui reste en réalité, alors que la quasi-totalité de la bande de Gaza a été détruite. On sait que on a 1,5 million de personnes qui sont maintenant coincées là à Rafah, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas de nourriture, qui n'ont pas d'électricité, où les hôpitaux, sur les 11 hôpitaux qu'il y avait dans la bande de Gaza, il n'y a plus qu'un seul qui reste fonctionnel, et encore fonctionnel dans quelles conditions? C'est l'hôpital qui est notamment Al-Shoufri, et cet hôpital-là est menacé d'être bombardé par les militaires israéliens qui accusent les Palestiniens et qui accusent le Hamas de s'y abriter. Donc on est un peu dans cette situation-là où on le voit de plus en plus. Les Nations Unies, l'Assemblée générale, il y avait le vote d'une résolution condamnant, si tu veux, la violence excessive ou c'est la riposte excessive d'Israël vis-à-vis des Palestiniens. Il faut savoir que l'essentiel des victimes des bombardements israéliens sont des victimes civiles, en dépit du fait qu'on a quand même pu voir la mort du numéro 3 du Hamas dans la région et le fait que, selon certains spécialistes, les capacités opérationnelles militaires du Hamas ont été soit quasiment réduites à néant dans certaines zones, soit de manière globale, le Hamas n'est plus en capacité, n'a plus la même puissance militaire qu'il avait avant le 7 octobre. Donc, on est dans cette situation-là. Le secrétaire d'État Anthony Blinken, aujourd'hui il est à Israël. Hier il était en Égypte où il a rencontré le président Abdel Fattah al-Sisi. Et puis avant, bien entendu, il était en Arabie Saoudite à Jeddah où il a rencontré Mohamed Ben Salman. Donc il essaye de discuter et derrière aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a tout un remue-ménage diplomatique par le biais du Qatar. Il faut savoir que hier, le patron du Mossad, donc les services secrets israéliens, s'est rendu au Qatar, à Doha au Qatar, où il devrait rencontrer un haut responsable de la CIA pour discuter encore, pour essayer de négocier à la fois un échange des otages israéliens détenus par le Hamas en échange de libération de Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes et à côté, en même temps aussi, l'obtention d'un cessez-le-feu de 6 semaines. Bon, il était prévu avant le début du Ramadan. Maintenant, on est en plein Ramadan. Est-ce que le délai de 6 semaines sera toujours maintenu ou bien on va devoir le raccourcir, certainement à 4 semaines. Mais pour l'instant, Benjamin Netanyahou reste le principal élément bloquant. Il faut savoir que même son armée, Tsahal, n'est pas particulièrement chaude pour lancer une offensive terrestre à Rafah, mais Benjamin Netanyahou, lui, il estime qu'il a ses objectifs de guerre à atteindre et que même si cela devrait faire d'innombrables victimes, même si cela devrait
un peu plus isoler Israël sur la scène internationale. Lui, Benjamin Netanyahu, estime que l'INA a de compte à rendre qu'à sa base électorale, qui est quasi majoritairement constituée de nationalistes et de radicaux. Donc, on est un peu dans cette configuration-là. Pour le moment, il semblerait que les États-Unis ont baissé l'aide militaire accordée à Israël en termes de munitions. Il faut savoir que ce sont les Américains qui fournissent la totalité des moyens militaires dont font usage les Israéliens sur la bande de Gaza. Il semblerait qu'il y ait une baisse de cet approvisionnement américain-là. Et Joe Biden espère que par cette diminution de l'aide-là, cela va permettre de faire pression, ça va apporter une pression supplémentaire à Benjamin Netanyahu pour que celui-ci revoie en quelque sorte sa stratégie. Mais il ne faut pas l'oublier, Netanyahu sait que s'il met un terme à la guerre, il faudra penser à l'après, et l'après n'est pas particulièrement reluisant pour son avenir, parce qu'il va devoir rendre des comptes aux Israéliens qui lui imputent la responsabilité des événements du 7 octobre, et qui dit un arrêt définitif de son offensive sur la bande de Gaza voudra dire aussi l'ouverture d'enquêtes concernant sa responsabilité et certainement la fin de sa carrière politique en Israël. Et donc lui joue le tout pour gagner un maximum de temps et essayer de retarder du mieux qu'il pourra cette échéance qu'il me semble inexorable. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On était du côté du Moyen-Orient. Je ne sais pas si c'est toujours au programme dans les classes de terminale, l'affaire du conflit israélo-palestinien. Elle devrait. Ouais, mais bon, là, c'est trop lourd maintenant à comprendre, quoi. Il y a trop d'intérêts, il y a trop de trucs qui ne sont pas logiques. Ce sera chaud pour les enfants. Non, vous savez parce qu'il y a des non-dits dedans. Dans ce conflit, il y a tout un ensemble d'éléments qui font que, effectivement, pour un profane, ça a l'air inextricable. Parce qu'à la fois, il y a une question religieuse, il y a une question historique, il y a une question politique. Il y a des questions économiques. Il y a une question même raciale. Il y a des spécialistes qui disent qu'au large de la bande de Gaza, il y a une mine énorme de gaz. Il y a aussi des questions économiques, oui. Ouais, parce qu'au large de la bande de Gaza, effectivement, il y a des réserves gazières estimées à plusieurs milliards de mètres cubes. Donc, il y a tous ces enjeux-là qui font qu'aujourd'hui, et puis derrière, il y a la question de l'existence même du peuple palestinien, qui est lié à l'existence même du peuple israélien et qui est lié, si tu veux, au poids de l'histoire, aux conditions dans lesquelles a été créé l'État d'Israël et aux conditions dans lesquelles, difficiles, l'État palestinien est en train d'être créé parce que c'est en cours de création. Il faut savoir que même si l'État palestinien est reconnu par la communauté internationale, mais c'est pas un territoire avec des limites totalement définies. Et donc, c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, le peuple palestinien est un peuple quasiment apatride et on vit ce combat-là régulièrement parce que derrière, il y a des intérêts qui dépassent non seulement le peuple palestinien, mais qui dépassent aussi beaucoup d'acteurs de la région, notamment les acteurs américains et les acteurs des pays arabes. Merci, restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning. On se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.